je vais introduire Dr. Bonnet Je pense si qu'ils ça me va. connaissent déjà. Ils me connaissent. La plupart doivent me connaître déjà. Je OK. les ai vus souvent. Un peu moins les 2 dernières années quand même. Ah, ouais, On ne ouais, s'est pas ouais, vu en enfin. présentiel. Non, on s'est pas vu Oui, en présentiel. exact, exact. Ben pour Stéphanie, vous connaissez Dr. Bonnet? Juste de nom. Moi, je connais le docteur Provencher. Enfin, je suis suivie aussi à Québec, mais je n'ai jamais rencontré le docteur Bonnet. OK. C'était Ben, le docteur Provencher et le docteur Dion, mais Oui. En fait, ce que j'ai je vais juste le présenter. J'ai une biographie sur ce docteur Bonnet, qui est le directeur du Pulmonary Hypertension Research Group. C'est ça, Dr. Bonnet? Voilà. Oui, et il est aussi le directeur du 3CPR Council of the American Heart Association, donc l'association du cœur américaine, c'est ça? C'est ça. Et aussi, il fait partie du Leadership Board du World Symposia sur l'hypertension pulmonaire. Donc, c'est un peu son background professionnel sur l'hypertension pulmonaire, sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va ouvrir la séance. Donc, s'il y a des questions ou si Dr. Bonnet, vous voulez parler un peu de ce que vous voyez dans la recherche de l'hypertension pulmonaire, ou est-ce qu'on laisse la porte ouverte? Je peux faire un résumé très, très, très rapide de ce qui se passe. Et comme toujours, moi, j'essaye d'être assez optimiste. Mais il y a plusieurs médicaments qui vont bientôt arriver. Il y a plusieurs études cliniques qui sont en cours. Donc, les gens de Québec sont probablement au courant des 2 médicaments qu'on a développés avec Steve Provencher, qu'on est en train de faire les études cliniques, donc l'apabétalone et puis l'olaparib, qui sont 2 médicaments ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, etc. Il y a une première étude qu'on a finie avec l'apabétalone qui a démontré une certaine, déjà que c'était sécuritaire de donner de l'apabétalone aux patients qui avaient une hypertension artérielle pulmonaire. Et dans un deuxième temps, on a regardé l'efficacité. Et il y a quand même une belle réduction des résistances vasculaires pulmonaires. Donc, les artères qui sont bouchées, ça semble se déboucher pas mal avec une réduction de 30 à 40% des résistances vasculaires pulmonaires. Donc là, on est en train de mettre en place une étude beaucoup plus grosse sur différents centres, parce que la première petite étude a été faite à Québec et un petit peu aussi à Calgary. Et là, on va avoir maintenant une dizaine de centres qui vont être appliqués en Angleterre, au Canada, bien évidemment, aux Pays-Bas et je crois en France aussi. Donc, on va avoir une étude beaucoup plus large avec beaucoup plus de patients. Donc, on espère que ça va aboutir. Pour la deuxième drogue, l'olaparib, ça aussi, c'est en cours, où plusieurs patients l'ont aussi reçu. On n'a pas encore fini les analyses, etc., des patients qui ont reçu cette médication. Ça a été pas mal ralenti à cause de la Covid. On va être honnête, hein, la Covid, elle a quand même affecté beaucoup les études cliniques. Vu que les hôpitaux étaient pas mal fermés, les patients ne pouvaient pas venir, etc. Donc, ça a quand même ralenti pas mal les études cliniques les 2 dernières années, mais là, ça repart pas mal. Et puis, il y a le médicament star, le sototarcept, où la phase 2 a été publiée dans un très gros journal, où là, le médicament semble vraiment améliorer les patients avec une hypertension artérielle pulmonaire. L'étude est maintenant en phase 3. Donc, plus de 1000 patients vont être traités avec le sototarcept. Donc ça, c'est le médicament qui semble un petit peu révolutionner les choses dans le monde de l'hypertension artérielle pulmonaire. Tous les experts s'entendent pour dire que les résultats du sototarcept sont assez conséquents, assez importants, et on espère que la phase 3 va pouvoir confirmer l'efficacité de ce nouveau médicament à plus large échelle, et que surtout que l'administration de ce médicament pendant une durée beaucoup plus longue ne va pas être associée avec des effets secondaires qui pourraient malheureusement empêcher l'utilisation
réel du médicament. Donc là, on en est là avec ce médicament-là, mais vraiment de superbes effets sur l'hypertension pulmonaire. Et, donc, c'est un petit peu les nouvelles qu'il y a côté médication. Il y a aussi une nouvelle façon de soigner les patients qui est en train de se mettre en place en hypertension artérielle pulmonaire. On copie un petit peu ce qui est fait dans d'autres maladies, c'est-à-dire la médecine personnalisée, c'est-à-dire être capable de déterminer quel est le médicament ou les médicaments qui sont le mieux pour le patient lui-même et pas on arrive à un patient qui a une hypertension artérielle pulmonaire, puis on lui donne, quoi qu'il arrive, le cocktail qu'on donne habituellement à tout le monde. Là, on essaye de faire des études pour mieux comprendre pourquoi chez certains patients, tel médicament marche mieux que d'autres et donner au patient la meilleure médecine la plus adaptée à lui-même. Donc, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Et donc là, cette étude est en place. On a pas mal de résultats, notamment grâce au sang qu'on récupère quand vous venez faire vos traitements, etc. À chaque fois, il y a des prises de sang qui sont faites. Et on fait des analyses bien poussées de tout ce qu'il y a dans votre sang pour essayer de comprendre pourquoi les patients, certains répondent mieux avec les modulateurs de l'endothéline, alors que d'autres, c'est mieux avec le sildenafil ou une autre médication. Donc ça, c'est un changement radical dans la façon où on va soigner les gens. Donc ça va prendre un petit peu de temps d'être mis en place, mais normalement, ça se fait déjà dans certains types de cancers, dans certaines autres pathologies. Et ça peut, un, diminuer le nombre de médicaments que vous prenez, et deux, améliorer l'efficacité en un vraiment très court temps. On va vous donner tout de suite la médication dont vous avez besoin, et donc ça va simplifier les effets secondaires, il devrait y en avoir moins, et tout en gardant l'efficacité des traitements actuels. Voilà un petit peu les grandes nouvelles dans le monde de l'HTAP. Donc, malgré que ce soit une maladie, on va dire, rare, oui, on peut le dire, le groupe 1 est quand même relativement rare, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, après la pandémie, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que la Covid va créer une pandémie d'hypertension artérielle pulmonaire? C'est la question qu'on se pose, nous, en tant que chercheurs et puis les cliniciens. Parce que, comme vous le savez, il y a millions de personnes qui ont eu la Covid dans le monde. Et puis, on se rend compte qu'il y a des phénomènes qui se passent au niveau du poumon. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle les syndromes de la Covid longue. Et il y a des gens qui ont eu la Covid et qui développent des choses un peu bizarres dans les poumons. Et tout indique que des mécanismes assez similaires à ce qu'on voit dans l'hypertension artérielle pulmonaire chez certains patients se développent. Alors, la question est, est-ce qu'on va avoir une épidémie d'hypertension artérielle pulmonaire dans les 5-6 prochaines années chez les gens qui ont eu la Covid? Eh bien, ce n'est pas impossible, malheureusement. C'est vraiment pas impossible. On n'en est pas certain, on ne le souhaite pas, mais les résultats, les analyses qu'on fait chez les patients qui ont eu le Covid, etc., font en sorte qu'on est en droit de se poser la question. Voilà un peu les nouvelles. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des choses que vous voulez savoir? Oui. Allez-y, Monsieur Dupont. Moi, j'aimerais bien savoir pour la recherche de la pabétalone, où est-ce que vous êtes rendu là-dedans? Donc, la pabétalone, c'est le médicament qu'on a testé avec Steve. Donc, on a fini la petite étude numéro 1 qui a démontré une diminution des résistances vasculaires pulmonaires d'à peu près 30 à 40% chez l'ensemble des patients qui ont été traités. Donc, le médicament fait quelque chose de bien. En plus d'augmenter l'efficacité du cœur, le cœur contracte plus fort, donc se contracte mieux, donc une augmentation de ce qu'on appelle le débit cardiaque. Donc, des résultats assez prometteurs, on va dire, avec une absence de grosse toxicité, absence de gros effets secondaires, ce qui est déjà bien. Et donc, on est en train de commencer une phase, ce qu'on appelle une phase 2, où là, on va tester le médicament, comme j'ai dit, dans à peu près une dizaine de centres dans le monde. Et on va tester ça chez à peu près une centaine de patients pour voir un petit peu l'efficacité à plus grande échelle.
Donc ça devrait commencer incessamment sous peu. Ce qu'on attend, c'est juste la livraison des pilules, pour dire vrai, parce que voilà, la boîte pharmaceutique qui détient la pabétalone, comme vous le savez, avec la pandémie, la Chine qui est fermée, les distributions de choses, enfin, ce qu'on vit tous les jours au quotidien, la boîte pharmaceutique présentement a assez de misère à faire fabriquer ces médicaments. Donc, on attend juste la livraison des médicaments pour commencer à l'étude clinique beaucoup plus grande, à plus grande échelle. Donc, voilà un petit peu où on en est, mais c'est assez prometteur. On était très satisfait des résultats avec Steve. Oui. Ça veut dire que c'est juste un délai de livraison qui fait que ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. On attend juste qu'ils nous envoient les pilules pour pouvoir commencer. Tout est fait. Hein. Le protocole est passé au comité d'éthique. Tout est en place. Il nous manque que les médicaments. J'ai déjà mon stylo prêt pour signer mon protocole. Ah bon? Vous l'avez testé dans la première étude? Ben oui, je l'ai testé, puis mon débit sanguin avait augmenté de beaucoup. Puis j'avais eu aucun malaise au niveau de la cage thoracique. Là, fait que c'était déjà dans mon cas, là, je passais des meilleures journées l'été passé que peut-être cet hiver. OK. Moi, avec la pabétalone, j'ai tout rénové ma maison. On aurait dit que je n'avais plus la maladie. Puis pourtant, je suis à côté stade 4 sévère. Puis tout s'était amélioré. Mon cœur s'était amélioré et le docteur Provencher n'en revenait pas. Ouais. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle. Donc là, oui. on attend vraiment juste la livraison des pilules pour commencer. Donc, c'est vraiment pas de… Tout le reste est prêt. Et on a même eu, Steve a même réussi à négocier avec la boîte pharmaceutique que les patients qui vont participer à l'étude, quand l'étude clinique est finie, pourront continuer de prendre la pabétalone. Donc, voilà. Donc ça, la compagnie, elle a signé. Donc, à la fin de l'étude, les patients qui le souhaitent pourront continuer à prendre la pabétalone. C'est l'engagement que Steve a réussi à avoir avec la boîte pharmaceutique. Donc là, ils sont dans le processus de fabriquer les pilules. Donc, on espère que pendant l'été, on va pouvoir commencer. C'est un petit peu ça. On espérait commencer en février-mars. Et puis, on n'a toujours pas les médicaments. Donc là, à chaque fois, ça repousse un petit peu. Donc, on espère pendant l'été qu'on va pouvoir commencer. On est vraiment dépendant de la livraison des médicaments. C'est aussi bête que ça. Si je pouvais fabriquer moi-même. Oui. Voilà. Combien de temps va durer l'étude mondiale, là? Alors, je pense que c'est un petit peu plus long que la première. Je pense que la première, c'était pas loin de 4 mois, je pense. 4 mois, ouais. 4 mois, hein. Donc, ouais. Je pense que ça va être entre 4 et 6 mois la deuxième par patient. Et on approche de 100 patients qu'on veut recruter dans le monde. Donc, on espère que fin 2023, début 2024, on aura l'ensemble des résultats pour ensuite, si c'est positif, aller dans une phase 3 où là, ça sera des milliers de patients et puis voir les effets à plus long terme sur d'autres paramètres. Donc, on espère fin 2023, ça devrait être fini, ça. Mais je pense que dès que ça va commencer, je pense qu'il faut demander à Steve et puis je pense qu'il va vous mettre dans l'étude. Je serais surpris. J'aimerais savoir, M. Bonnet, est-ce que ça va être 3 mois de apabétalone et 3 mois de l'autre, le petit… Non. L'étude clinique, c'est deux médicaments différents. Donc, c'est 2 études cliniques différentes. Donc, si vous faites l'étude apabétalone, vous ne prendrez que l'apabétalone. Ah, OK. Et donc, avec vos médicaments habituels. Oui.
Mais on n'a pas de placebo. On n'a pas de placebo à prendre. Ah, si, dans l'étude 2, il y a un placebo. Donc, vous aurez soit l'un, soit l'autre. Non! Et nous, on ne saura pas. Et vous, nous, non. moi, j'ai fait le 1. Fait que dans le 2, on ne le saura pas. Voilà, dans le 1, on savait. Oui, Tout le on monde savait. avait la pabétalone. C'était pour des raisons de sécurité. On voulait savoir si c'était sécuritaire. Ouais. Mais dans la 2, personne ne saura, ni moi, ni Steve, ni vous. Mais comment on va le savoir? On va le savoir de la minute qu'on va l'avoir pris. Si c'est le placebo, je n'aurais pas de... Je vais le savoir tout de suite, moi aussi. Vas-y. J'ai dit que j'étais pour dire que je le saurais à ce moment-là parce que veux pas, les effets étaient immédiats dans mon cas. Moi aussi. Ouais. Puis avec cette recherche-là, à la fin, vous dites qu'on va continuer à prendre le pabétalone. Oui. Mais si, un exemple, moi j'ai eu le placebo pendant 6 mois, je ne pourrais pas avoir la pabétalone après. Si, je pense que oui. Ah, merci. OK. Je pense que oui. Ça faut regarder avec Steve, mais je pense qu'effectivement, je vais vous dire, si la pabétalone est efficace, puis que ça soigne vraiment, on serait quand même bête de ne pas la donner au plus de patients possible. Je vais raisonner comme ça. Là. Après, il y a des règles éthiques, il y a des règles cliniques, il y a des règles, tout ça qu'il faut bien évidemment suivre. Mais à votre question, je pense que si dans l'étude, vous avez eu le placebo, mais que l'étude démontre une efficacité de la pabétalone, je pense que les médecins vont donner la pabétalone à ceux qui ont eu le placebo s'il y a une efficacité révélée. Je pense que ça risque d'être possible, oui. Tant mieux. Merci. Est-ce que la pabétalone peut faire qu'une personne est, par exemple, au stade 4, peut revenir au stade 3 ou quelque chose comme ça? C'est ce qu'on souhaite, c'est le but. Et je dirais qu'au vu des résultats de la première étude, avec l'augmentation des débits cardiaques et la diminution des résistances pulmonaires, on est assez optimiste que ça devrait vraiment améliorer. Monsieur Dupont semble être convaincu et donc ça devrait, on devrait être capable donc de passer de 4 à 3, de 3 à 2 et idéalement même de soigner. Hein. On espère. Okay. Puis à date, les effets secondaires, est-ce que ça s'est en général, est-ce que ça s'est avéré difficile à supporter ou... Les seuls effets secondaires qu'on a remarqués, c'était un petit peu les enzymes du foie qui augmentaient. Et dès qu'on arrête le médicament, ça redevient normal. Il n'y avait pas eu d'effets secondaires majeurs autres que ça. Alors, je vous dirais que les médications actuelles, déjà le Bosantan, Massistantan, etc., déjà, eux aussi augmentent un peu les enzymes du foie. Donc, je dirais que ça n'a pas vraiment d'effet secondaire, la pabétalone. Puis, est-ce que dans l'étude, évidemment, les gens continuaient de prendre le Optravie, puis il y avait la pabétalone en plus, là? Oui. Puis, est-ce que ça veut dire que les gens pourraient cesser le Optravie ou ils vont toujours devoir le prendre? Je pense que présentement, on ne peut pas, quand on fait une étude, on ne peut pas enlever les médicaments. Non. Ce qu'on appelle la médication standard que vous prenez déjà, on n'a pas éthiquement le droit de vous enlever ces médicaments-là pour donner un autre médicament pour essayer de voir si ça marche. Alors, je vous dirais que vous continuerez de prendre votre médication actuelle. Alors après, s'il y a une grosse amélioration et puis que le médecin il juge que vous n'avez plus besoin de vos combinaisons, mais qu'on peut en enlever un parce que vous êtes passé du stade 4 au stade 1 ou au stade 2, puis on peut réduire, à ce moment-là, ils vont soit réduire les doses, soit en enlever un. C'est des choses qui sont envisageables à long terme, mais pour l'instant, on ne peut pas vous enlever ce qui marche, quoi. Parce que quand même… ça serait risqué, évidemment. Oui, ça serait risqué. Ouais. Donc, et c'est pour ça que ça devient de plus en plus dur de développer des nouveaux médicaments dans l'hypertension artérielle. C'est que déjà, la combinaison des médicaments que vous avez, ça améliore déjà beaucoup. Là.
Hein. Si on regarde sur les 30 dernières années, la recherche en hypertension pulmonaire, la survie est quand même augmentée, la qualité de vie avec la maladie a augmenté. Alors, c'est sûr que ce n'est pas optimal, là, on s'entend bien, là, ce n'est pas parfait, ce n'est pas normal et il faut qu'on continue encore, mais par rapport à il y a 30 ans, c'est une amélioration gigantesque, hein, parce qu'il y a 30-40 ans, la survie à 5 ans était pas forte du tout. Tandis que là, ben, avoir une hypertension artérielle pulmonaire, si les patients répondent bien à la médication actuelle, la combinaison des médicaments fait qu'on est capable de vivre des dizaines d'années, vingtaines d'années. Ça devient quelque chose beaucoup plus long terme. Ouais. Donc, c'est une amélioration majeure. Et donc, on va maintenant donner ces nouveaux médicaments qui ne marchent pas de la même façon. Les médicaments que vous prenez présentement, ça sert à relâcher vos artères dans le poumon, alors que les nouveaux médicaments comme la pabétalone, ça sert à déboucher vos artères. Donc, les médicaments actuels, on essaye d'élargir vos artères en les relaxant un petit peu. Ça fait un beau massage, là, et vos artères deviennent plus molles, ça va relâcher. Et les médications actuelles, la pabétalone, le sotatercept, tous ces nouveaux médicaments, eux, sont là pour déboucher les artères. Donc, c'est deux mécanismes différents. Donc, on pense que la combinaison des deux peut avoir un effet magique. Et c'est un petit peu ce qu'on voit avec le sotatercept. C'est ce que la petite étude avec la pabétalone que Steve a fait montre aussi. Donc, on espère que, à force, on va être capable de guérir. C'est extraordinaire. C'est ce qu'on essaye de faire. Alors, bon, pour l'instant, on va toucher du bois, caresser de la peau de singe et espérant que ça marche. Après 22 ans, j'espère de continuer encore un autre 20 ans avec ça. Donc, pourquoi pas? Pourquoi? On peut rêver. Il faut. Il Oui. n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Hein, c'est ça qui... Monsieur Dupont a levé la main. Oui, pour ton autre recherche, ça a donné quoi les résultats? Alors, l'olaparib. Donc, l'olaparib, alors déjà, ce médicament-là, il est un petit peu plus sévère, on va dire, un petit peu plus violent, les effets secondaires un petit peu plus marqués parce que c'est un médicament qui a été développé à l'origine pour le cancer de l'ovaire, le cancer du sein. Très efficace dans le cancer de l'ovaire, qui avait par exemple une espérance de vie à 5 ans qui était, je ne sais plus, de 20%. Grâce à ce médicament-là, on est passé à 60%, donc on a amélioré beaucoup dans le cancer. Et donc, on a essayé dans l'hypertension pulmonaire, même chose, en espérant pouvoir déboucher les artères. Donc là, l'étude est en cours. Steve a partagé avec moi quelques résultats, je pense, de 3-4 patients. Des beaux effets aussi, surtout au niveau cardiaque. Ça a l'air d'améliorer le cœur, le fonctionnement du cœur. Donc maintenant, il faut voir à plus long terme si on a des effets aussi beaux que la pabétalone. Alors, je dirais que pour l'instant, Steve a l'air de vouloir se concentrer plus sur la pabétalone parce qu'il y a beaucoup moins d'effets secondaires que l'olaparib. Mais on continue quand même l'olaparib de temps en temps à recruter des patients, surtout ceux qui ont fini avec la pabétalone. Généralement, on essaye de les mettre avec l'olaparib pour voir, mais là, le médicament est beaucoup plus gros, alors ça a l'air d'être un peu plus compliqué à prendre, un peu plus chiant, si je peux me permettre. Donc, voilà où on en est. Mais je pense aussi qu'il y a un potentiel assez intéressant dans ce médicament-là, mais peut-être que les effets secondaires vont être un peu plus chiants à gérer. Mais on en est là. Donc là, je pense que Steve a déjà recruté 6 ou 7 patients. On fait ça avec les gens d'Edmonton. Je crois qu'ils ont recruté 2 patients et Toronto aussi a recruté 1 ou 2 patients. Donc, on espère avoir terminé d'ici la fin de 2022 cette étude-là, puis avoir les résultats et voir ce que ça donne. Quand on analysera tout ça, on verra si c'est efficace ou pas.
Et je dirais que si l'efficacité est similaire à la pabétalone, on continuera. Si c'est moins bien que la pabétalone, je pense qu'on s'arrêtera là pour se focaliser sur la pabétalone pour donner au maximum de patients. Si on peut pas, après, si c'est équivalent, on fera les deux, mais pour l'instant, on ne le sait pas. OK, merci. Mais c'est bien, c'est déjà deux trucs du Québec. C'est pas trop mal quand même. Surtout quand on les essaye tous les deux. Ouais. Vous avez essayé l'olaparib aussi? Oui. Mais c'est moins bien que la pabétalone? J'avais plus d'effets secondaires. Voilà. C'est l'inconvénient un petit peu un par rapport à l'autre. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça. Il y a des effets secondaires avec l'olaparib qui sont un peu plus. Ma femme me disait que j'avais moins d'appétit, je ne mangeais plus mon glucose. Non, c'est normal. L'olaparib a des effets secondaires. C'est pour ça que, bon, vu qu'on en a deux, on va privilégier celle qui marche le plus avec le moins d'effets secondaires. C'est mieux pour vous. Moi, avec la pabétalone, j'ai eu aucun effet secondaire. Puis moi, je suis la personne ordinairement qui a le 1% de l'effet secondaire. Normalement, je l'ai sur tous les médicaments. Mais avec la pabétalone, j'ai absolument rien eu d'effet secondaire. J'ai resté surprise. Tant mieux. Mais c'est vrai que c'est une molécule qui est connue pour avoir très peu d'effets secondaires. Quand ils l'ont donné pour d'autres pathologies, il n'y avait vraiment pas d'effets secondaires majeurs. Donc, c'est bien toléré comme médicament. Donc, on espère qu'ils vont pouvoir le fabriquer puis qu'on va pouvoir commencer rapidement. Moi, je vais poser deux questions puis un commentaire. Donc, pour cerner sur la pabétalone, quelle recherche avez-vous entamée pour savoir que c'était un médicament à poursuivre les recherches qui pourraient bénéficier l'HTP? Je ne sais pas si c'est une question trop scientifique, mais… Non, c'est pas. Je vais essayer de répondre de manière pas trop scientifique pour que tout le monde comprenne, parce que même moi, des fois, je ne comprends pas tout ce que je dis. Donc, en fait, ça fait maintenant, la pabétalone, on a commencé à travailler dessus en 2013. On a commencé donc il y a presque 10 ans déjà, où on a travaillé dans le laboratoire, où on essayait de trouver des nouvelles cibles pour soigner l'HTAP dans les cellules qu'on a récupérées des patients, etc. Donc, on a testé et on a trouvé qu'une protéine qui était dans les cellules qui s'appelle la BRD4, c'est le nom de la protéine. Mais la BRD4, elle était responsable de la multiplication très rapide des cellules des artères pulmonaires des patients en hypertension artérielle pulmonaire. Et quand on bloquait cette protéine-là, eh bien, on était capable d'empêcher les cellules de se multiplier et donc de boucher les artères. Donc, on a fait une première étude, on a démontré ça dans les cellules, on a démontré ça dans des modèles animaux de rats et de souris qui ont des hypertensions pulmonaires. On bloquait la protéine BRD4 et on était capable d'améliorer réellement l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, ça, c'est la première étude qu'on a publiée en 2014. Et puis après, on a présenté ça à plusieurs conférences dans le monde. Et ensuite, on a fait une deuxième étude multicentrique, c'est-à-dire on a eu accès à un inhibiteur, un médicament de la protéine BRD4, qui était l'apabétalone. Et on a décidé que 5 laboratoires dans le monde allaient tester l'apabétalone sur des modèles de cellules et des modèles animaux. Donc, on était 5 laboratoires dans le monde. Il y en avait à Amsterdam, il y en avait aux États-Unis, on était à Québec, il y en avait d'autres en Allemagne, il y en avait d'autres en Angleterre, je crois. Et on a tous testé la pabétalone dans nos laboratoires, sur nos cellules qu'on avait chacun, sur nos modèles animaux. Et on a fait ça pendant 2 ans. Et après, on s'est tous assis autour de la table, puis on a pris tous les résultats, puis on a regardé si les résultats étaient comparables. Et tous les laboratoires ont montré qu'effectivement, bloquer la protéine BRD4 avec la pabétalone était capable d'améliorer dans les cellules et les animaux. Donc, à partir de ce moment-là, on a contacté
la boîte pharmaceutique, on leur a dit, ben voilà, on a fait tout ça comme résultat. Ils ont étudié, ils ont été convaincus. On a été chercher de l'argent parce que les études cliniques, ça coûte très cher. Avec Steve, on a été chercher de l'argent au gouvernement fédéral. Et la compagnie pharmaceutique nous en a donné aussi, ce qui nous a permis de faire la première étude et qui va nous permettre de faire la deuxième étude, la plus grande étude avec la pabétalone. Donc, voilà un petit peu l'historique. Donc, c'est la protéine BRD4 que la pabétalone bloque. Merci. Et plus tôt, vous avez mentionné comme quoi la COVID-19 pourrait entamer, je dis une pandémie, en guillemets, ou une pandémie de personnes qui développent l'HTP. Oui. Est-ce qu'il y a un variant qui risque de mettre à risque, je dirais, une personne de développer l'HTP? Est-ce que c'est la COVID version 1 ou est-ce que c'est la COVID Omicron? C'est quel variant? Alors, en fait, ce qui semble être, c'est en fonction de la sévérité des symptômes que le patient a eu. Alors, est-ce que Omicron est plus sévère que la première forme? Je ne sais pas trop. Omicron se propageait plus rapidement et la transmission d'Omicron était plus simple que le premier variant. Mais en fait, c'est la complication au niveau des poumons que les patients ont avec la COVID, où il y a notamment beaucoup de micro-thrombus, des petits caillots de sang qui se forment dans les poumons des patients qui ont la COVID. Et ça, à long terme, on a vu que ça pouvait abîmer les cellules des parois des artères pulmonaires. Et quand on les abîme, un peu les premières cellules, qu'on appelle les cellules endothéliales, et quand on abîme ça, les cellules, la réaction des artères pulmonaires aux blessures de ces cellules endothéliales, c'est de se multiplier pour se protéger. Donc, ils vont épaissir leurs artères. C'est notre corps humain, il se protège. Il dit, oh, ben là, on est en train d'attaquer mes cellules. Je vais me protéger, je vais produire plein de cellules. Et le problème, c'est qu'en produisant plein de cellules, on réduit la lumière des vaisseaux, donc là où passe le sang. C'est comme quand on prend un tuyau d'arrosage. Hein, si on met le pouce devant, on voit que l'eau, la pression est plus forte. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire les cellules qui se multiplient augmentent la pression dans les artères pulmonaires. Et l'augmentation, si elle est trop élevée, ça induit de l'hypertension pulmonaire. Alors, pour l'instant, c'est que des observations. Hein, quand on regarde les poumons de patients qui sont malheureusement décédés de la COVID, puis qu'on fait des autopsies, on regarde. Il y a des signes qui font que il y a une possibilité non négligeable qui est un type d'hypertension pulmonaire qui va résulter de l'infection de la COVID. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas encore, parce que l'hypertension artérielle pulmonaire, ça ne se développe pas en une nuit. C'est un processus qui est quand même long. Ça prend plusieurs années à se mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'on en saura un petit peu plus d'ici, à mon avis, 3-4 ans. On va voir s'il y a ou pas une augmentation du nombre de cas d'hypertension pulmonaire. Donc, ça va être quelque chose à suivre. Donc, allez-y, Lynn. Moi, mon mari a eu la COVID en janvier. Et puis, je me suis aperçue au fil du temps qu'il est de plus en plus essoufflé. Tellement que j'ai dit, donc, t'aurais-tu l'hypertension possible? Tu sais, je vais lui dire qu'il allait voir son médecin de famille pour commencer. Hein. Alors après, faut pas, je pense qu'avant, comme je dis, hein, ça met longtemps à se développer l'hypertension pulmonaire. Donc, je ne pense pas que c'est ça, mais on commence, là, les scientifiques, on commence à discuter de ça, des possibilités, etc. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune évidence scientifique, il n'y a aucune preuve. C'est que des choses indirectes qui nous font allumer une lumière en disant, attention, peut-être que. Donc, il ne faut pas non plus partir en peur. Il ne faut pas penser que si on a eu la COVID, on va avoir l'hypertension pulmonaire. Non, ce n'est pas ça que je dis. C'est-à-dire, il y a peut-être qu'un mini-groupe de patients qui ont eu la COVID, qui avaient peut-être déjà une certaine sensibilité au niveau de leurs artères pulmonaires, certaines mutations génétiques, certaines prédispositions. Peut-être que la COVID va être un facteur aggravant de tout ça qui va faire en sorte que le patient va finir par développer une hypertension pulmonaire. Donc,
pour l'instant, il n'y a rien. On espère qu'on se trompe, bien évidemment, et on en saura un petit peu plus. Voilà. Alors après, la Covid, on souhaite tous que ça se termine un jour, mais je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec surtout. Parce que je pense que ça ne va pas se terminer. Ça va faire comme la grippe. Oui. Et plus tôt, vous avez mentionné la médecine personnalisée, l'approche de la médecine personnalisée au Québec. Et donc, je me demande si c'est suite au succès de la promotion sur l'HTP. Est-ce que la connaissance de l'HTP gagne du terrain au Québec? Je pense que oui. Alors après, c'est difficile pour moi de savoir si c'est le cas parce que moi, j'ai le nez dedans. Donc forcément, l'hypertension artérielle pulmonaire, j'en entends parler tous les jours, mais je parle qu'avec des gens qui travaillent dedans. Alors, est-ce que la sensibilité de la population générale à cette maladie est augmentée? Je pense que oui, globalement, parce qu'il y en a un petit peu plus de cas d'hypertension pulmonaire. Il y a le groupe 1, il y a le groupe 2, il y a le groupe 3 maintenant avec les maladies pulmonaires où il y a beaucoup plus de patients. Donc, je pense que oui, dans la population générale, il y a une meilleure connaissance. On sait qu'il y a cette maladie qui est l'hypertension pulmonaire. Je pense que les journées mondiales de l'hypertension artérielle pulmonaire, où on se met tous en violet, c'est des choses qui se développent bien. Les associations de patients, je pense que ça aide énormément. Hein. Il n'y en avait pas tant que ça il y a encore une dizaine d'années, tandis que maintenant, il y a quand même quelque chose qui se met en place. Alors, bien sûr, on peut toujours améliorer les choses. Hein. On peut toujours faire mieux, mais je pense que oui. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des centres d'expertise qui se mettent en place, c'est-à-dire au Canada, donc Québec, il y a un centre d'expertise Québec avec Steve Provencher qui soigne tous les gens de Québec et les alentours de Québec et puis tout l'Est du Québec. Donc, ça fait quand même une bonne population de patients. Donc, quand il y a des centres d'expertise, on permet de la mettre en place de biobanques. Donc, on récupère les échantillons de sang des patients, etc. Donc, ça, c'est des choses qui sont très, très précieuses pour la recherche, hein, que les patients acceptent de donner du sang, des fois des petits morceaux de muscles. Quand ils ont un cathé droit, on récupère aussi des cellules qui sont attachées sur le cathé droit qui nous permet de développer des études comme la pabétalone. Hein. Tout ce qu'on a fait là, c'est grâce aux patients et à leur générosité à donner des tissus et pour qu'on puisse les étudier. Et aussi à tous les patients qui malheureusement ne sont plus là et qui nous ont donné par autopsie des morceaux de leur cœur, des morceaux de leur poumon qui nous ont permis aussi d'améliorer notre compréhension et de faire cette approche de médecine personnalisée parce qu'on se rend compte que si tous les patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire ont des choses qui sont en commune, il y a aussi chaque personne qui a des choses qui sont différentes. Et c'est ces différences-là qui fait qu'on répond mieux à un médicament qu'un autre, qu'on va avoir moins d'effets secondaires que d'autres, et c'est tout ça. Et en fait, on a commencé à s'y intéresser depuis à peu près à Québec, là, le groupe, on s'y intéresse depuis 3-4 ans et on a des éléments de réponse qui commencent à venir. Alors, bien sûr, il faut faire ça sur des études à très large échelle. Donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de collaborations avec le monde entier et on est capable de découvrir des nouvelles mutations, que des patients qui ont ces mutations-là, il faut leur donner ce médicament-là d'abord et celui-là après. On commence à avoir des raisonnements comme ça et je pense que cette approche de médecine personnalisée va vraiment changer la façon dont on traite les patients d'ici quelques années. Mais je pense que c'est une réalité, là. Régent, Lynn, Stéphanie, est-ce que vous voyez ça lorsque vous communiquez avec votre docteur omnipraticien seulement? Avec le médecin de famille? Mais voilà, le médecin de famille. Est-ce que vous constatez comme quoi ils sont au courant? Moi, je suis rendue une patiente orpheline, donc j'attends. Ouais. Par chance, j'ai mon pneumologue qui me suit très, très près ici. Moi, je suis de Sherbrooke. Okay. Puis, tu sais, aux 3 mois, puis, tu sais, je suis toujours en contact avec lui. Mais moi, je suis rendue une patiente orpheline. Mais au départ, mon médecin de famille, elle ne connaissait pas vraiment ça.
l'HTAP. Moi non plus, mais tu sais, ça fait 22 ans que je l'ai. Fait qu'au début, il ne savait pas. Là, suite à faire mes suivis, ben, j'en ai discuté avec lui. Il a appris l'hypertension pulmonaire. Puis il en a découvert, je pense, 4 autres à Trois-Rivières. Mon médecin de famille. Fait que, tu sais, ça a pris des années, pareil, avant que ça arrive là. Moi, ce qui était difficile, c'est que j'avais déjà une condition pulmonaire, une maladie pulmonaire qui m'invalidait. Donc, tu sais, tout pouvait aller sur « Ah, ben c'est la maladie pulmonaire. Ah, t'es plus essoufflé. Ah, t'es plus fatigué. L'humidité. » Tu sais, fait que tout était toujours sur poumon, poumon, poumon. Puis c'est comme si le cœur n'existait pas, là. Je pourrais dire ça comme ça, là. Mais ouais. Jusqu'au jour où ça a sorti. Puis, donc, c'est ça. Ça fait du bien quand on sait c'est quoi on a. Ben oui. Ben, tu sais, aussi, on vient qu'on se connaît beaucoup, là. Oui. À un moment donné, moi, je me dis, là, les poumons ont le dos large, la météo, il y a autre chose, là. Oui, c'est vrai. Puis là, ça a été la catastrophe. Oh mon Dieu, tu sais. La météo influence beaucoup parce que. Ah oui, oui, les journées humides. D'hier, j'étais sur le dos, là, j'ai sorti, là, puis j'étais sur le dos. Là, ça arrive, ça arrive des journées, là, on tourne en rond dans notre lit. Là. Mais de temps en temps, ça fait du bien. Mais pour en revenir à ta question pour le médecin de famille, moi, mon médecin de famille était au courant parce que j'ai un nouveau médecin de famille, mon autre était décédé. Là. Puis lui, il avait vu le protocole que j'avais à avoir si ma pompe a bloqué. Fait qu'il m'avait souhaité, si j'étais arrivé avant les fêtes, il m'avait souhaité joyeux Noël, joyeuse Pâques, puis il me disait à l'année prochaine. Fait que, il connaissait le protocole avec la pompe dans le temps du Flolan. Là. Puis il a mieux me voir après que j'aille passer à Québec puis savoir comment je me sens. Puis vu que je suis sur plusieurs protocoles de recherche, ben, il me suit, là, puis il suit le protocole là, selon le protocole de recherche que j'ai là. Je pense que je suis assez bien là, à ce niveau-là. Moi, c'est moi qui ai emporté les livres sur l'hypertension pulmonaire. Quand j'avais été hospitalisée, tu sais, j'avais la pompe de Flolan, là. Et puis, ils nous donnaient un livre avec ça. Bon, ben moi, j'en ai fait des photocopies, puis c'est moi qui ai été me laisser ça à l'urgence de mon hôpital dans ma ville. Parce que j'y allais, parce que mes filles coupaient ou d'autres choses, puis ils ne savaient jamais quoi faire. Fait qu'avec ce livre-là, au moins, ça l'a aidé, tu sais. Moi, je me dis, mon prochain médecin, un jour, je pense que je vais arriver avec de la documentation sur l'hypertension. Oui. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Oui, c'est bon, ça. Ouais. Mais je pense que les plus jeunes médecins connaissent l'hypertension pulmonaire parce que nous, on a une jeune médecin. Puis, en discutant avec elle, elle connaît ça, l'hypertension pulmonaire. Elle dit que quand elle a étudié, elle a eu une formation là-dessus. Puis, ben, jusqu'à quel point, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qu'elle connaissait, en tout cas. Fait que je pense qu'il y a une amélioration dans la connaissance de la maladie. Docteur Bonnet, est-ce que il y a une collaboration avec l'Hôpital général juif sur les soins qui sont apportés aux patients ou sur les recherches que vous faites, par exemple? Alors, avec Montréal, avec le docteur Langleben. Alors, oui, on collabore sur différents projets. On récupère, vu que c'est à Montréal que les transplantations pulmonaires se font, on collabore beaucoup, on récupère les transplantations pulmonaires. Donc oui, il y a des échanges. Steve communique souvent avec le docteur Langleben pour les patients, etc. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? C'est certain. Est-ce qu'on pourrait faire plus? C'est certain. Mais je vous dirais qu'on n'est pas c'est pas les Nordiques contre les Canadiens. C'est pas des ennemis jurés. Là, on essaie de collaborer ensemble, on s'entend bien. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est sûr qu'on pourrait faire mieux. Mais il n'y a pas de recherche sur l'hypertension pulmonaire à développer à Montréal.
Présentement, ils ont la clinique, ils font des protocoles de recherche clinique, mais ils ne font pas de la recherche translationnelle ou préclinique comme nous autres. Donc, c'est pour ça que c'est nous qui récupérons un petit peu tout pour faire cette étude-là. Donc, il n'y a pas… mais il y a une bonne collaboration au niveau clinique. Ça veut dire qu'à Montréal, en principe, il n'y a pas de patients qui ont essayé la pabétalone? À ma connaissance, non. OK. À ma connaissance, non. Mais ils ont accès à d'autres médicaments. Ça dépend des études cliniques et la recherche clinique que le docteur Langleben veut faire. Et, parce que bon, au final, c'est le médecin qui décide quand même. Où ces patients, quel type de médication ils sont prêts à tester, etc. C'est le médecin qui décide. Donc, je ne pense pas que la pabétalone ait été testée à Montréal, parce que je pense que Montréal sont impliqués dans une autre étude clinique. Donc, pour multiplier les chances de trouver le médicament, ben, on multiplie les essais cliniques. Donc, on se dit, ben, Montréal, ils vont tester ça et ça et ça. On ne va pas tester les mêmes à Québec, on va en tester d'autres pour voir. OK. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça marche. D'accord. Merci. Monsieur Bonnet, docteur Bonnet, je ne sais pas si vous avez lu l'article qu'il y avait eu, l'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Ouais. Communément appelé le Blue Journal. C'est plus ouais. simple à dire que American, machin, tout le OK, c'est parce que moi, c'était sur l'article de la répercussion positive de la pabétalone. Je ne sais pas si Steve t'avait donné l'article de ça. Ça vient de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Oui, c'est nous qui l'avons écrit. Oui, parce que vous parliez de la pabétalone versus la COVID-19 dans l'article. Il y avait une incidence positive. Ça donne-tu un regain pour pouvoir avoir plus l'étude au niveau de l'Institut? À ce moment-là, c'est plus facile d'avoir les médicaments vu que l'article a été publié? Bah, l'article, oui, a été publié. La compagnie qui fabrique les médicaments était contente parce que pour eux, c'est une publicité. Hein. Dire que leurs médicaments fonctionnent, c'est quelque chose d'admirable. Donc, c'est sûr que c'est positif. Ils ont fait une conférence de presse, etc., avec la publication de ces résultats. Donc, tout ça, c'est sûr que ça aide. Hein. C'est malheureux à dire, mais même la santé, c'est un business. Alors, bon, on pourrait avoir un vaste débat là-dessus. Moi, je trouve que la vie d'un être humain n'a pas de prix, mais malheureusement, la vie d'un être humain a un prix dans la société dans laquelle on vit. Donc, oui, ça aide. Évidemment que ça aide de publiciser ça, de publier. C'est pour ça qu'on le fait. Et donc là, ben, comme je dis, là, c'est vraiment l'attente de la fabrication du médicament pour la pabétalone. Il n'y a vraiment que ça qui empêche. Hein. On n'a pas le médicament. C'est comme la pénurie de matériaux de construction pour les maisons. Il y a vraiment une pénurie dans tout à cause de la pandémie et il y a une pénurie de fabrication de médicaments. C'est aussi bête que ça. C'est terrible, hein, mais c'est la pure réalité, quoi. C'est l'usine qui fabrique les médicaments, ben, elle n'arrive pas à fournir ou je ne sais pas quoi ce qui se passe, mais c'est quelle compagnie? C'est Resveralogic. Oh, OK. Resveralogic. Alors, ils sont basés, c'est bien parce que leur siège social est à Calgary. Ah. Et ils ont un deuxième siège en Californie. Donc, c'est américain et canadien, la compagnie. Okay. Donc, voilà, on attend juste la livraison de médicaments. C'est la nouvelle usine qui a été bâtie qui attend d'avoir les… Je ne sais pas vraiment c'est quoi le problème. Est-ce que c'est une pénurie de main-d'œuvre à l'usine? Est-ce que c'est un produit qui manque pour fabriquer le médicament? Est-ce que c'est vraiment, je ne sais pas. On ne sait pas trop.
Mais c'est vraiment que ça. Là, on attend vraiment ça. Steve les a eus encore au téléphone. J'en ai parlé hier avec Steve. Steve les a eus au téléphone la semaine dernière. Parce qu'on demande, hein, Steve met de la pression. Et puis, il leur a dit, oui, ça s'en vient, ça s'en vient. On attend juste la livraison de médicaments, quoi. Nous, on a besoin à peu près, on a calculé avec Steve hier, à peu près entre 5 et 6 000 médicaments pour pouvoir faire l'étude. Et là, ils attendent une livraison de 200 000 médicaments. Donc, si on a la livraison avec 200 000, on va pouvoir faire des choses. Donc voilà. Donc, c'est juste pénurie, on attend la livraison et c'est vraiment rien d'autre que ça. Donc, c'est frustrant, mais voilà. C'est comme ça. C'est parfait. J'ai une question concernant le fer. Parce qu'on entend souvent dire que les patients à Montréal reçoivent des transfusions parce qu'il manque de fer dans leur système. C'est quoi le rôle du fer comparé à l'hypertension pulmonaire? Pourquoi on entend parler de ça? Alors, le fer joue un rôle majeur dans les globules rouges et donc dans le transport de l'oxygène dans l'organisme. Donc, quand on manque de fer, on peut avoir une diminution de l'oxygénation de nos organes. Et alors, dans l'hypertension artérielle pulmonaire, si déjà, du fait que les artères sont un peu bouchées, il y a moins de sang ou le sang va plus difficilement au poumon chercher l'oxygène, mais on a déjà une difficulté d'avoir un niveau d'oxygène normal dans le sang. C'est pour ça que beaucoup des patients, des fois, ils ont une bouteille d'oxygène avec eux. Ouais. Donc, on essaye d'améliorer. Donc, si vous avez une carence en fer en plus, les transporteurs de l'oxygène, qui sont les globules rouges, mais ils ne sont pas capables d'en transporter autant. Alors, si déjà vous n'êtes pas capable d'aller en chercher suffisamment et que les transporteurs de l'oxygène, qui sont les globules rouges, ne sont pas capables d'en transporter beaucoup, bah vous comprenez bien que vous avez deux mécanismes qui vont réduire l'oxygénation de vos organes, donc le cœur, le cerveau, les muscles et tout. Vous êtes beaucoup plus essoufflé, beaucoup plus fatigué, beaucoup plus malade. Et donc, il y a des études qui montrent qu'effectivement, certaines carences en fer pourraient aggraver l'hypertension pulmonaire, qu'une supplémentation en fer pourrait améliorer les choses aussi. Donc, voilà. Donc, il y a des études qui se font sur le rôle du fer dans l'hypertension pulmonaire. Mais le concept, c'est un petit peu ça. OK. Ah. Merci. Ça fait longtemps que je me posais la question pour savoir c'était quoi les liens, mais là, je comprends. Est-ce qu'à Québec, vous autres, vous en avez du fer? Faut demander à Steve, je ne sais pas si… Moi, je prends 2 pilules de fer par jour. OK. Voilà. OK. Moi, je n'ai pas de trop de ce côté-là. OK. Au lieu d'être donné en transfusion, ça peut être donné en comprimé. En médicament, c'est ça, oui. Moi, je ne sais pas. OK. Est-ce que c'est plus efficace en transfusion? Ça peut être pour ça? Je ne sais pas. Okay. C'est une question à poser à Steve, ça. OK. Je ne sais pas personnellement. Personnellement, je préfère les médicaments. Ben oui. À choisir. Les piqûres, j'aime pas ça. C'est bon, merci. Bon, je pense qu'on tire à sa fin de cette séance. Je vous remercie tout le monde. Dr. Banet, c'est toujours éclairant les séances que vous participez. Donc, j'espère de vous revoir au courant de la semaine. Ça risque d'être moi qui va animer les sessions en français. Donc, je suis certaine qu'on va se revoir au courant de la semaine. S'il y a de quoi, envoyez-nous un courriel ou s'il y a d'autres questions que vous voulez poser, posez-les et on va essayer de… Oui? Je ne reçois pas vos invitations. Comment ça se fait? J'appelle la région à chaque fois pour qu'il me l'envoie pour que je puisse aller sur Zoom. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez changé de courriel? Non, ça fait des années que j'ai le même. OK, je vais… ça ne sert pas. OK, je vais… Okay, merci. Ouais, je vais m'informer puis je vous reviens là-dessus. OK, merci. OK, bien, bon samedi tout le monde et merci. Bon samedi, merci. Bon samedi et à bientôt en vrai, j'espère. Oui, absolument. Oui.
oui. On travaille là-dessus, on se croise les doigts. OK, bye-bye. Merci beaucoup. Bye. Bye. Bye-bye. Merci, M. Bonnet. Merci Salut. beaucoup. Salut.